Le 1er octobre 2025, dans la salle de marbre des Nations Unies, un silence dense a suivi des mots qui ont fendu le protocole. Un jeune capitaine venu de Ouagadougou a affirmé que l'Afrique ne devait rien et que la vérité était la seule dette acceptable. Les caméras ont vacillé, les traducteurs ont hésité, et les délégations se sont figées pendant de longues secondes. Que signifie, pour le public et pour les marchés, qu'Ibrahim Traoré rompe ainsi le pacte tacite de la politesse diplomatique au cœur de l'ONU? Derrière l'écho commence une guerre sans sirène. Budget, notation, crédit, délai. Dans les jours qui ont suivi, la phrase du capitaine a quitté la salle des Nations Unies pour devenir un test de réalité. À Ouagadougou, les murs vibraient de chants et de vidéos rediffusées sur les téléphones. À Washington, des courriels portaient déjà le mot confinement. Derrière la dignité affichée, un risque se dessinait, celui d'une riposte invisible faite d'indicateurs et de taux. L'enjeu n'était pas seulement financier. Il touchait à la possibilité même pour un pays africain de parler au monde sans se voir ramener au silence des chiffres. Ce récit promettait de montrer comment une déclaration pouvait déplacer un équilibre vieux de plusieurs décennies. Comprendre cette bataille silencieuse, c'est mesurer le prix du mot vérité. Et dans ce combat, le public allait découvrir que la politique moderne ne se mène plus dans les rues, mais dans les tableurs. La révélation est venue 3 jours après le discours d'Ibrahim Traoré. Tandis que la poussière des applaudissements flottait encore dans l'air de Ouagadougou, une réunion inhabituelle se tenait à Washington, dans le bâtiment anonyme du Fonds monétaire international. Officiellement, l'ordre du jour évoquait une revue technique des engagements africains. En réalité, c'était une séance d'urgence déclenchée par 7 mots prononcés à New York. Les écrans affichaient des courbes de dette, des taux de change, des colonnes de risque de contagion. En 24, la vidéo du discours avait dépassé 200 millions de vues, et les analystes cherchaient et comment transformer l'humiliation en procédure. À Ouagadougou, le contraste était saisissant. Des étudiants peignaient des fresques de Traoré sur les murs, pendant que, dans le palais présidentiel, ses conseillers observaient les premiers signes du froid diplomatique. Des appels d'ambassade restaient sans réponse, des révisions d'aide étaient reportées. Le pouvoir savait qu'un silence de ce type annonçait souvent une sanction. Le ministre des Finances, la voix basse, murmura: Ils ne diront pas que c'est une punition. Ils diront que c'est un ajustement. Cette phrase marqua le début d'une ère où chaque minute semblait un test. L'économie du Burkina Faso devenait un baromètre politique. Le franc CFA se dépréciait, le crédit se raréfiait, les importateurs payaient en dollars. Ce que les caméras avaient saisi à l'ONU prenait maintenant la forme d'une pression algorithmique. Et dans ce glissement des applaudissements vers la récession, le monde découvrait une nouvelle grammaire du pouvoir, celle où l'on sanctionne par omission, où l'on punit en suspendant le flux d'argent. Quelques heures après son discours, Ibrahim Traoré se retrouvait déjà face à une série de défis imprévus. Alors que les échos de ses paroles résonnaient à travers le monde, il se rendait compte que la portée de son geste allait bien au-delà de ses intentions initiales. Le message d'unité et de souveraineté qu'il avait voulu transmettre à ses compatriotes s'était transformé en un symbole mondial, suscitant une réaction immédiate des puissances économiques. À Ouagadougou, les rues étaient envahies de manifestants soutenant son discours, mais à l'intérieur des murs du gouvernement, les questions sur les répercussions économiques et diplomatiques s'intensifiaient. La communauté internationale commençait à prendre la mesure du risque qu'il avait posé. Les analystes s'interrogeaient: Ibrahim Traoré avait-il déclenché une révolution, ou s'était-il précipité dans une confrontation perdue d'avance? Dans le palais présidentiel, ses conseillers les plus proches, dont plusieurs experts avec économiques, débattaient férocement de l'impact immédiat de la déclaration. Certains prédisent une réaction violente des marchés financiers, d'autres un isolement diplomatique. Mais Traoré, calme, gardait une vision claire. Il était prêt à payer le prix de l'indépendance de son pays, même si cela signifiait se confronter à une pression insoutenable. Il comprenait bien que ce moment allait définir non seulement son leadership, mais aussi l'avenir politique du Burkina Faso. La pression montait, mais l'objectif était désormais clair: maintenir la dignité de la nation face à un système économique mondial implacable. Les jours qui suivirent le discours d'Ibrahim Traoré furent marqués par une série d'événements qui allaient bouleverser non seulement la situation du Burkina Faso, mais aussi l'équilibre géopolitique de la région.
Le 3 octobre, le gouvernement burkinabé annonça que le pays entrerait dans une phase de réajustement économique sans préciser de quoi il s'agissait exactement. Cependant, dans les coulisses, les diplomates occidentaux commençaient à discuter des répercussions possibles sur l'aide internationale et les investissements étrangers. À Ouagadougou, des rumeurs circulaient sur la possibilité d'un embargo commercial et de sanctions ciblées, tandis que les analystes financiers observaient les marchés avec inquiétude. Le franc CFA, la monnaie utilisée par le Burkina Faso, commença à dévaluer. Le taux de change par rapport à l'euro se détériorait rapidement, passant de 655 pour 1 à 684 pour 1 en une semaine. Cette chute avait un impact direct sur les prix des importations essentielles, comme le carburant et les produits alimentaires. Les files d'attente devant les stations-service s'allongeaient et les prix du riz importé doublaient en l'espace de quelques jours. Le FMI, sous la pression croissante des marchés internationaux, annonça qu'il réévaluait ses prêts accordés au Burkina Faso, tandis que la Banque mondiale retardait ses financements de plusieurs mois. La pression internationale montait, mais à Ouagadougou, une réponse claire se faisait entendre. Nous ne céderons pas, clama Ibrahim Traoré lors d'une conférence de presse tenue à la fin de la semaine. Alors que l'on s'attendait à un effondrement rapide de l'économie, les signes d'un soutien populaire à sa politique devenaient de plus en plus visibles. Le discours de Traoré avait déclenché un mouvement de solidarité à l'intérieur du pays, et même au-delà, dans les pays voisins du Sahel. Le Burkina Faso, un pays souvent ignoré par les grandes puissances économiques, se retrouvait soudainement sous les projecteurs internationaux, à la fois en tant que victime et acteur d'un nouveau type de résistance économique. Les conséquences économiques du discours d'Ibrahim Traoré étaient rapidement mesurables et se manifestaient de manière brutale. Le 6 octobre, seulement 5 jours après son intervention à l'ONU, le franc CFA avait perdu 6% de sa valeur par rapport à l'euro. Ce déclin n'était pas anodin. Il se répercutait immédiatement sur le coût des importations, notamment les produits de première nécessité. Le prix du carburant, essentiel pour l'économie du Burkina Faso, augmenta de 15% et les prix des denrées alimentaires importées, comme le riz et le sucre, doublèrent en quelques jours. Ce choc inflationniste affectait directement les familles burkinabées, dont une grande partie vivait déjà dans une situation précaire. Les réserves de devises du pays chutèrent de 17% en une semaine, une baisse alarmante qui soulevait des questions sur la stabilité financière du pays à court terme. L'agence de notation Moody's abaisse la perspective de la dette du Burkina Faso de stable à bucket négative, en soulignant le risque croissant d'une crise de liquidité. Cette décision entraîna une hausse de 2,7 points de base du rendement des obligations burkinabées, un signal inquiétant pour les investisseurs. Les marchés internationaux, jusque-là confiants dans la stabilité de la région, commençaient à percevoir le Burkina Faso comme un pays à risque. Mais au-delà des chiffres, la véritable mesure de l'impact résidait dans la vie quotidienne des citoyens. À Ouagadougou, les files d'attente devant les stations-service s'allongeaient, les familles peinaient à payer leur panier alimentaire, et les entreprises, confrontées à des coûts plus élevés, ralentissaient leur production. En revanche, le gouvernement, soutenu par une large frange de la population, tentait de minimiser les effets immédiats de cette pression économique, affirmant que la souveraineté et la dignité du pays restaient intactes. Ainsi, le discours de Traoré était non seulement un appel à la révolte contre le système financier mondial, mais aussi un test de la résilience d'un peuple face à des pressions économiques inédites. Le discours d'Ibrahim Traoré a provoqué une onde de choc dans le monde économique, mais il a également suscité une réflexion profonde sur le rôle des nations africaines dans l'économie mondiale. D'un côté, les partisans de sa politique voient en lui un leader audacieux qui défie un système financier mondial jugé inique. Ils soutiennent que la souveraineté économique est un droit fondamental pour chaque nation, et que le Burkina Faso, en choisissant de parler de vérité plutôt que de dette, envoie un message puissant à la communauté internationale. L'argument clé de cette vision est que la dépendance à l'égard des prêts internationaux et des taux d'intérêt des institutions financières mondiales a conduit de nombreux pays africains à une situation d'insoutenabilité économique. En remettant en cause ce système, Traoré représente une forme de résistance nécessaire face à des structures de pouvoir qui, selon eux, perpétuent les inégalités. Cependant, les critiques de Traoré soulignent que ces actions, aussi symboliques soient-elles, pourraient avoir des conséquences catastrophiques pour l'économie du Burkina Faso.
Ils argumentent que la politique de rupture avec les grandes institutions économiques pourrait isoler davantage le pays, rendant plus difficile l'accès à l'aide internationale et au financement nécessaire pour stimuler la croissance. De plus, l'isolement économique pourrait nuire aux secteurs stratégiques du pays, tels que l'agriculture et les infrastructures, déjà fragilisés. Selon les détracteurs, une telle approche pourrait entraîner une récession prolongée, aggravant la situation des plus vulnérables. Néanmoins, les deux perspectives soulignent une vérité commune: le Burkina Faso se trouve à un carrefour historique. D'un côté, le pays peut choisir de suivre la voie de la soumission aux puissances financières mondiales, avec les risques associés de perte de souveraineté. De l'autre, il peut choisir de risquer l'indépendance économique, avec les conséquences incertaines que cela pourrait engendrer. La question reste ouverte. Quel avenir pour un pays qui choisit de défier l'ordre établi, et combien de temps peut-il tenir dans cette lutte pour la dignité et la souveraineté? La situation du Burkina Faso prend un tournant décisif lorsque, quelques semaines après le discours d'Ibrahim Traoré, la communauté internationale commence à réagir de manière plus concrète. Ce n'est pas par une condamnation officielle que les puissances occidentales réagissent, mais par un silence lourd de sens. Les aides économiques, bien qu'encore officiellement maintenues, sont de plus en plus lentes à arriver. Les échanges commerciaux, eux, deviennent de plus en plus complexes, car les pays partenaires, en particulier les anciennes puissances coloniales, semblent hésiter à faire affaire avec un pays qui défie ouvertement le système financier mondial. Le FMI et la Banque mondiale, jusqu'alors les principaux soutiens économiques, annoncent un gel temporaire de certains prêts, évoquant une révision des engagements à la suite des propos de Traoré. Mais derrière cette façade diplomatique, des signes plus inquiétants commencent à apparaître. À Ouagadougou, les autorités burkinabées sont confrontées à une pression croissante. L'inflation grimpe rapidement et les prix des biens de consommation de base, comme le riz et l'huile, deviennent inaccessibles pour une large part de la population. La monnaie nationale, le franc CFA, continue de se déprécier face aux autres devises. Cependant, ce qui se passe en dehors des cercles économiques et politiques est encore plus révélateur. Dans les rues, le soutien à Traoré ne faiblit pas. Les manifestants continuent de brandir des pancartes à son effigie, scandant des slogans de résistance. Traoré, malgré les difficultés croissantes, reste implacable dans son discours. Nous n'abandonnerons jamais notre dignité, déclare-t-il lors d'un entretien télévisé, réaffirmant son engagement envers l'indépendance économique du pays. Le pays, désormais plongé dans une guerre silencieuse menée sur le front économique, se prépare à faire face à des défis encore plus grands. Mais dans cette lutte, une vérité semble se dessiner. La résistance ne sera pas mesurée en termes économiques, mais en termes de volonté et de cohésion nationale. L'impact des décisions d'Ibrahim Traoré sur le Burkina Faso commence à se faire sentir à plusieurs niveaux, affectant profondément les quatre principaux groupes de maths sociaux du pays: les citoyens, les entreprises, les voisins régionaux et les institutions mondiales. Pour les citoyens burkinabés, les premières conséquences sont économiques mais aussi sociales. Les prix, les prix des biens de consommation de base, comme le riz, le sucre et l'huile, ont doublé, créant une pression insoutenable sur les familles. Le prix du carburant, crucial pour l'économie du pays, a augmenté de 15%, entraînant une hausse générale des coûts de transport. Les files d'attente devant les stations-service deviennent un phénomène quotidien. Et les écoles et hôpitaux, déjà sous-financés, manquent de ressources essentielles. Mais dans cette crise, une forme de solidarité se développe. Des coopératives locales émergent, et les familles s'entraînent pour traverser la tempête économique. Bien que la situation soit difficile, l'esprit de résistance est assez palpable, et beaucoup considèrent les sacrifices comme le prix à payer pour la souveraineté. Du côté des entreprises, la situation est également critique. Les petites et moyennes entreprises, déjà fragilisées par les difficultés économiques, souffrent particulièrement. La hausse des coûts d'importation et la dévaluation de la monnaie rendent difficile l'approvisionnement en matières premières. Les grandes entreprises multinationales, par contre, commencent à se retirer ou à réduire leurs activités dans le pays, invoquant des risques économiques accrus. Cependant, certaines entreprises locales réussissent à s'adapter en s'appuyant sur des réseaux d'échanges informels et des solutions créatives pour continuer à fonctionner malgré la crise. Au niveau régional, les voisins du Burkina Faso, notamment le Mali, le Niger et la Guinée, observent avec attention les évolutions politiques
et économique du pays. Alors que certains gouvernements de la région expriment des inquiétudes concernant l'isolement diplomatique et économique du Burkina Faso, d'autres voient dans cette situation une opportunité de renforcer les liens de solidarité. Des discussions informelles commencent à émerger sur la possibilité de créer une alliance économique régionale basée sur l'autonomie et la résistance aux pressions extérieures. Les institutions internationales, notamment le FMI et la Banque mondiale, réagissent également, mais leur réponse est ambivalente. Officiellement, elles cherchent à maintenir le dialogue avec le gouvernement burkinabé, mais les sanctions économiques restent sur la table. De plus, des analystes internationaux commencent à souligner les risques de contagion économique dans la région, particulièrement dans les pays dépendants de l'aide internationale. Au final, les conséquences des choix de Traoré vont bien au-delà de l'économie. Elles modifient la perception du Burkina Faso dans le monde entier, créant un précédent pour d'autres nations africaines qui cherchent à s'émanciper du joug des institutions financières internationales. Mais tout cela a un prix. L'autonomie économique du pays semble passer par une souffrance sociale palpable, et l'incertitude sur l'avenir reste omniprésente. Dans les mois à venir, trois scénarios distincts pourraient se dessiner pour le Burkina Faso, chacun ayant des répercussions importantes sur son avenir économique et politique. Le premier scénario, celui de la stabilité sous contrainte, envisage une situation où le pays parvient à stabiliser son économie, mais à un coût élevé. Le gouvernement pourrait réussir à trouver des solutions internes pour limiter les effets de la pression internationale, telles que l'augmentation de la production locale, le soutien à l'agriculture et la création de nouvelles routes commerciales avec des partenaires non occidentaux. Le franc CFA pourrait se stabiliser, mais la croissance resterait faible avec un taux de croissance du PIB autour de 1%. Cependant, cette stabilité se ferait au prix de l'isolement diplomatique et de la perte progressive de la confiance des investisseurs étrangers. Les institutions internationales, tout en assouplissant certaines conditions pour éviter l'effondrement complet, continueraient à maintenir des sanctions discrètes, ralentissant ainsi les progrès économiques. Le deuxième scénario, celui de la résilience collective, verrait le Burkina Faso bénéficier d'un soutien régional croissant. Sous l'impulsion d'alliés sahéliens, un bloc de coopération financière pourrait émerger, avec des pays comme le Mali, le Niger et la Guinée qui décideraient de suspendre temporairement le paiement de certaines dettes non essentielles. Ces ressources seraient réaffectées pour soutenir des projets sociaux et des infrastructures locales. Si ce scénario se réalise, la croissance pourrait augmenter à un rythme modéré de 3% et la région gagnerait un capital symbolique important. Cela représenterait un tournant historique, où l'autonomie économique devient un modèle viable pour d'autres pays africains, mais cela nécessiterait de surmonter de nombreux défis liés à la coordination régionale et à la gestion de cette solidarité. Le troisième scénario, celui de l'étouffement prolongé, présenterait la situation la plus sombre. Les sanctions économiques se maintiendraient, les investissements étrangers continueraient à fuir, et l'inflation pourrait dépasser 20%. Les services publics, tels que l'éducation et la santé, souffriraient gravement sous le poids des restrictions budgétaires, tandis que les infrastructures essentielles, comme l'approvisionnement en eau et en électricité, se détérioreraient, la pauvreté augmenterait, et les conditions de vie deviendraient de plus en plus précaires pour une large partie de la population. Ce scénario présenterait un coût humain élevé, avec des manifestations et des tensions internes croissantes. Cependant, même dans cette situation de crise, le gouvernement pourrait trouver un soutien populaire croissant, car la dignité nationale et la souveraineté deviendraient des principes non négociables. Ces trois, ces trois scénarios montrent clairement la tension entre l'indépendance et les sacrifices nécessaires pour la maintenir. Si le Burkina Faso parvient à traverser cette tempête, il pourrait émerger plus fort. Mais à quel prix? Les mois à venir seront cruciaux pour déterminer la trajectoire du pays. Pour beaucoup, l'histoire du Burkina Faso est bien plus qu'une simple lutte économique. Elle est un miroir de la dignité humaine face à l'injustice systémique. Alors que les données économiques sont souvent perçues comme des abstractions, elles prennent ici une signification bien plus profonde. L'histoire de ce pays, suspendu entre espoir et désespoir, incarne une question universelle. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour défendre ce qui est juste, même si cela signifie sacrifier notre confort quotidien? Les habitants de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso et des autres régions ne se contentent pas de vivre une crise économique, ils vivent une crise de valeurs.
Chaque jour, ils sont confrontés à une réalité de pénurie, de réajustement et de lutte. Pourtant, la résistance est palpable dans les rues. Les étudiants, les commerçants, les enseignants, tous rejouent comme le discours de Traoré, non seulement comme un acte politique, mais comme un acte de foi en leur avenir. La dignité, dans ce contexte, n'est pas un luxe. C'est un choix radical, celui de refuser d'être défini uniquement par les chiffres des marchés financiers. Ce qui se passe à Ouagadougou, loin des débats technocratiques sur les taux de change et les déficits budgétaires, est une transformation sociale profonde. Les petites initiatives locales deviennent des symboles de résistance. Des groupes communautaires se forment pour échanger des ressources, des entreprises locales cherchent des moyens innovants pour subsister malgré les pressions économiques. En dehors des murs du pouvoir, le peuple burkinabé réinvente son quotidien à travers la solidarité, l'entraide et une résistance non violente qui peu à peu devient une force irrésistible. En observant cela, les observateurs étrangers peuvent voir qu'au-delà des statistiques économiques, il existe une autre forme de richesse. La résilience humaine, la capacité de rester debout face à l'adversité, de s'unir pour un but commun. Ainsi, les conséquences de cette crise ne se mesurent pas seulement en termes d'inflation ou de dévaluation monétaire. Elles se mesurent en termes de conscience collective et de réinvention des valeurs fondamentales. Le Burkina Faso montre au monde que la dignité humaine ne peut être réduite à des chiffres et que parfois les vraies victoires ne sont pas celles que l'on gagne dans les salons internationaux, mais celles que l'on remporte dans les cœurs et les esprits du peuple. La situation actuelle du Burkina Faso exige une réponse stratégique. Un plan d'action clair qui permettrait de surmonter les défis économiques et politiques tout en préservant les principes de souveraineté et de dignité nationale. Dans ce contexte, voici un cheminement dans trois étapes essentielles pour restaurer la stabilité tout en garantissant l'autonomie du pays. Gel des dettes non essentielles. La première étape consisterait à négocier un moratoire temporaire sur les paiements des dettes non cruciales. Ce gel permettrait de libérer des ressources financières pour les besoins internes urgents, notamment l'amélioration des infrastructures locales, le soutien aux secteurs sociaux comme l'éducation et la santé et la mise en place de programmes de secours pour les plus vulnérables. Cela pourrait également donner au gouvernement le temps nécessaire pour réorganiser ses finances et éviter un effondrement économique immédiat. Mutualisation des ressources régionales. La deuxième étape serait de renforcer les liens avec les pays voisins, en particulier au sein de la région sahélienne. Un fonds commun temporaire pourrait être créé pour soutenir les monnaies nationales et financer les importations essentielles, telles que les produits alimentaires et le carburant. Une telle approche collective permettrait de répartir le fardeau économique entre plusieurs pays, renforçant ainsi la solidarité régionale et réduisant la pression exercée par les institutions financières internationales. Transparence et communication interne. La troisième étape serait de mettre en place une politique de transparence totale concernant la gestion des ressources publiques et des projets nationaux. Les budgets seraient rendus publics et les décisions gouvernementales seraient expliquées en détail afin de maintenir la confiance de la population. De plus, une communication claire avec les partenaires internationaux serait cruciale pour éviter toute incompréhension et maintenir un minimum de coopération dans les domaines où les intérêts du Burkina Faso sont compatibles avec ceux de la communauté internationale. Ce plan, bien que difficile à mettre en œuvre, représente une chance de réinventer l'économie burkinabé, non pas en fonction des dictats extérieurs, mais selon une vision de résilience et d'autonomie. La mise en place de ces étapes stratégiques pourrait offrir au Burkina Faso un avenir plus stable, moins dépendant des institutions mondiales et plus en phase avec les aspirations de son peuple. La résistance du Burkina Faso, incarnée par Ibrahim Traoré, n'est pas seulement une question de survie économique, mais une affirmation de dignité face aux forces invisibles qui régissent l'économie mondiale. Le peuple burkinabé a montré que même face à la crise la plus profonde, il est possible de trouver une forme de puissance qui ne réside pas dans les chiffres des marchés financiers, mais dans l'esprit collectif. À travers des sacrifices, des choix difficiles et une solidarité sans faille, le pays a réaffirmé son désir de ne pas être défini par la peur des conséquences, mais par la force de ses convictions. À Ouagadougou, les affiches portant l'image de Traoré sont devenues des symboles d'un mouvement qui va bien au-delà de la politique. Elles rappellent à chaque citoyen que la dignité humaine, la souveraineté nationale et la justice ne sont pas des valeurs que l'on peut acheter ou vendre. Ce moment, marqué par la ténacité et la résilience, restera gravé dans les mémoires, non seulement comme une lutte contre des institutions puissantes,
mais comme une réaffirmation de l'humanité dans un monde où les rapports de force semblent souvent écraser les individus. Le silence imposé par les sanctions et les pressions économiques peut bien enterrer les voix, mais il ne peut pas étouffer les rêves. Ce peuple, qui s'est levé pour défendre sa dignité, a prouvé que même dans les moments les plus sombres, la lumière de l'espoir peut briller plus fort que l'ombre des défis. Le Burkina Faso, dans sa lutte silencieuse, a montré au monde que la véritable richesse ne réside pas dans les avoirs financiers, mais dans la capacité de résister, de se tenir debout et de revendiquer sa place avec fierté. Et ainsi, le pays continue de tracer son propre chemin, non pas dicté par des chiffres, mais guidé par un principe fondamental: la dignité n'a pas de prix. Le Burkina Faso, à travers son défi courageux, offre au monde une leçon de résilience. Mais cette histoire ne s'arrête pas là. Elle invite chacun d'entre nous à réfléchir. Jusqu'où serions-nous prêts à aller pour défendre nos principes, nos valeurs et notre dignité face à des forces qui semblent inévitables? Ce que le Burkina Faso nous montre, c'est que l'espoir peut naître dans les moments les plus sombres et que chaque petite action de résistance, chaque choix courageux peut semer les graines d'un avenir plus juste. Peut-être est-il temps de remettre en question ce que nous considérons comme inéluctable. Peut-être est-il temps de se demander comment pouvons-nous, à notre niveau, contribuer à un monde où la dignité humaine et la souveraineté ne sont pas négociables. L'histoire du Burkina Faso, de ses citoyens et de ses leaders, est un appel à l'action pour chacun de nous. Ne laissons pas cette lutte rester un simple souvenir historique. Engageons-nous à défendre ce qui est juste, à soutenir ceux qui résistent et à construire un monde où les principes et les valeurs priment sur les chiffres.